On est parti pour deux voix. Bonjour tout le monde. Souvent quand on parle de NT, quand on parle de numérique éducatif, j'aime bien reprendre cette image-là, on prend une grosse boîte noire, on met des savoirs, des étudiants et ça va se faire tout seul. C'est bien sûr un peu plus compliqué que ça et le NT, ça ne sera pas une grosse boîte noire et ça ne va pas se faire tout seul. C'était pour introduire le propos. Donc nous, en fait, au niveau de l'université, nous avons trois populations différentes, ce qui est légèrement différent de votre besoin. Vous avez en plus les parents et nous avons en plus les chercheurs. Mais sinon, le reste, c'est quelque chose qui est commun à nous tous. Et donc, nos populations ont des besoins et ces besoins vont s'insérer dans un écosystème. Cet écosystème est numérique à l'heure actuelle, donc que ce soit pour les administratifs ou les étudiants, par exemple. Et ces besoins viennent d'ordinateurs, ils viennent de bases de données, ils viennent de serveurs qui sont très complexes, très nombreux. C'est pareil pour vous aussi. Par exemple, nous, à l'université, on a plusieurs centaines de bases de données, plusieurs centaines de serveurs. Et du coup, nos populations ont besoin d'extraire des données de ces serveurs et de ces bases de données. Et c'est ce que l'on appelle tout ça le système d'information. Donc, ces populations ont besoin d'accéder au système d'information. Donc, à l'origine, ça remonte à il y a à peu près 20-25 ans déjà au niveau de l'université. Il y avait des besoins de la part des usagers. Le numérique a commencé à vraiment émerger et du coup, tout le monde avait besoin d'accéder à ces systèmes d'information. On l'a demandé à notre DSI, direction des systèmes d'information. C'est l'équipe technique qui est capable d'intervenir là-dessus, de créer des outils pour pouvoir faire quelque chose. Et du coup, ils ont créé tout un tas d'outils qu'on peut voir ici. C'est juste ici des exemples. Il y en a beaucoup plus. À l'heure actuelle, on doit en avoir plus de 80 des outils comme ça. Ça foisonne vraiment, on en a beaucoup. Mais au début, on avait un besoin ici. Un outil était créé par la DSI. Un autre besoin, l'outil était créé par la DSI. Par exemple, pour accéder aux mails, pour avoir les gestions des emplois du temps de tout le monde, pour planifier des réunions, pour gérer les ordres de mission du personnel, pour faire des demandes de travaux quelconques au niveau de l'université pour régler des problèmes. Espadon, on en reparlera un petit peu plus tard, c'est un outil plus pédagogique pour les enseignants. Tout ça, on y avait accès depuis le campus, pour la plupart. Donc, on venait au travail, on y avait accès depuis notre bureau, et puis voilà. Sauf que on avait besoin d'y accéder aussi depuis l'extérieur. Et du coup, donner un accès juste à un outil depuis l'extérieur, c'était un peu problématique. C'est là qu'on a commencé à faire, il y a à peu près 15 à 20 ans, on a commencé à créer notre ENT. Et là, l'ENT, pour nous, nous a permis de regrouper toutes ces applications à l'intérieur pour pouvoir y accéder depuis n'importe où grâce à Internet. Alors attention, parce que cette ENT, un petit point supplémentaire affiché, il faut faire attention à ce que ça soit RGPD, bien sûr, parce qu'on va manipuler des données de tout le monde. Donc ici, l'ENT a tout un tas de problématiques. Donc ça, c'était la présentation un peu globale. L'ENT, il faut qu'il réponde aux règles des 4 V. Donc le premier V, c'est pour la vitesse. Le volume d'informations qu'on va mettre dedans, c'est impressionnant le volume d'informations qu'on met dans un ENT. Le volume qu'il y a sur Internet, on est dans un mode de flux. Je ne sais pas si vous avez par exemple, on va sortir l'ENT, mais aujourd'hui sur YouTube, il se dépose 5 jours de vidéos par minute. Si je laisse passer 1 minute, je vais regarder toutes les vidéos qui sont déposées pendant 1 minute sur YouTube, il va falloir que je passe 5 jours. Alors tu vas me dire, il y a plein de trucs où c'est nul, c'est pas intéressant, mais il y a plein de cours d'université, d'école, de lycée, des choses comme ça, il y a beaucoup de contenu. Les enseignants aussi déposent dans leurs cours énormément de contenu, de plus en plus de contenu. On a des cours de 2, 3, 4, 5, 10, 20 gigas, avec des vidéos qui ne sont pas forcément dans le NT, qui peuvent être à l'extérieur, mais énormément, de plus en plus de données qui sont déposées dans la plateforme. Il faut que ces données elles soient qualifiées, vérifiées, etc., etc.
Il faut qu'elle soit aussi disponible. L'ENT, il faut qu'il jamais il tombe en panne, sinon tout le monde râle, tout le monde n'est pas content. Il faut qu'elle soit rapidement accessible. Hein, comme tu disais, il faut de la fibre, il faut se connecter de partout avec de chez soi. Il faut que quand je clique, ça marche. Il faut que j'ai des données, des stats. J'ai mis un document à disposition. Combien d'étudiants l'ont vu, combien de temps, qu'est-ce qu'ils ont fait dessus. Et les enseignants ont besoin de ces données-là. Il faut qu'il y ait un historique, quelle est la version, la bonne version qu'il a déposée, etc. etc. C'est fait sur l'hétérogénéité. Il y a énormément d'hétérogénéité, alors que ce soit à l'université, dans les écoles, c'est pareil, c'est un vrai bazar. Vous avez du PDF, vous avez du Word en majorité, vous avez du PowerPoint, mais il n'y a pas que ça. Il y a énormément de variétés de données qui viennent un peu partout. De bases de données, tu as parlé, on a plus de 200 bases de données dans l'université. Il y a énormément de données, et c'est quelque chose de varié, et on doit y arriver en un clic. C'est un défi, mais c'est un peu l'idée de ça. La véracité, ça aussi, c'est un problème. On en a parlé en introduction. Il faut que les données soient fiables, il faut qu'elles soient sûres. Donc, il ne faut pas des données incertaines. Donc, sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont incertaines. Et donc, là, il faut qu'on gère les droits d'auteur. Il faut qui est l'auteur, qui l'a déposé, quand il l'a déposé, comment ça a été déposé, que ça soit certifié et traçable. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble? Ça, c'est à toi. Donc, ici, c'est juste une version synthétique pour montrer... au niveau de notre ENT, nous, en fait, on a 3 parties pour l'administration, pour la bureautique, pour le campus, sur une vue administrative ou enseignant-chercheur. Les étudiants ont une vue un peu différente, j'en reparlerai un petit peu après. Je n'ai pas déplié parce qu'il y en avait plusieurs pages de long. Comme je vous ai dit, il y a plus de 80 applications à l'intérieur. Avant 5 ans, ici, ça c'est un exemple au niveau de la bibliothèque. L'ENT a accès à du savoir, entre autres, avec les bibliothèques. Beaucoup de choses sont disponibles en numérique. Être capable d'accéder aux ressources en interuniversité aussi pour faire venir des documents depuis d'autres universités. Ça, c'est juste des exemples, on pourra en reparler. Mais attention, l'ENT, nous, tout le monde peut y accéder à l'université. Les 3 populations qui sont différentes. Et chacun va devoir avoir sa propre vision. Chacun va avoir ses propres outils, va extraire ses propres informations à l'intérieur. Et tout ça, ça provient, comme je l'ai dit tout à l'heure, de plus de 200 bases de données. Une base de données, c'est des dizaines de tables, donc ça fait des milliers et des milliers de tables. Donc tout ça, ça fait énormément de données accessibles. Et il faut aller chercher juste la bonne donnée dont on a besoin, pour l'utilisateur qui en a besoin et pas pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est déjà pas trivial en soi. Chacun va donc avoir ses propres accès aux différents outils. Je suis étudiant, j'ai accès à un outil d'étudiant pour mon cours. Je n'ai pas accès à un outil de RH ou de compta ou de paye. Par contre, je suis enseignant, j'ai accès à d'autres outils pour gérer des groupes, pour gérer des visios, tout un tas de choses. Donc on va voir des problématiques ici. L'ENT, par rapport à ce que beaucoup peuvent imaginer, ce n'est pas qu'un outil pédagogique. Il ne faut pas se dire l'ENT, ça va être mon outil pédagogique en tant qu'enseignant. C'est dans l'ENT que j'aurai tout. Nous, ce n'est pas la vision qu'on a prise de l'ENT et ce n'est pas la vision qu'ont la plupart des universités en France et de ceux qui font des ENT dans le monde. Un ENT, on verra, c'est autre chose. Ça va disposer de différents espaces et ça va être des espaces administratifs. J'ai à voir les fiches de paye que l'on peut voir en numérique. Une GED, donc nous on est en train de tout numériser au niveau de l'université. On passe par une GED, gestion électronique de documents. Elle est dans l'ENT, donc tout est centralisé autour de cette GED, tout est numérisé là autour. Un entrepôt de données, donc un SID, un système d'information décisionnelle, ça c'est pour la gestion de l'université, donc ça pourrait être pour la gestion à l'échelle nationale, pour avoir des statistiques à un instant T sur tout ce qui est fait. Des applications métiers, comme je l'ai dit juste avant, côté RH, côté finance, côté scolarité, etc. Ensuite, un deuxième espace pédagogique. Les enseignants, ils ont des outils qui vont être différents pour la plupart. Donc Espadon, c'est notre outil pour les enseignants pour gérer tous les cours. Ces cours sont complètement reliés au SI. Les étudiants sont identifiés, les enseignants sont identifiés, les cours sont identifiés. Tout ça, ça doit marcher en symbiose.
et ce n'est pas quelque chose de trivial à faire, mais c'est des briques à mettre en place petit à petit. EDT, emploi du temps. Donc gérer les emplois du temps de tout le monde, quand on a une promo de 500 élèves avec 14 groupes de TD, avec 28 groupes de TP, arriver à gérer qui fait quoi, etc., c'est pas trivial à faire non plus. Il faut que l'étudiant se connecte du côté pédagogique, qu'il voit son cours à lui parmi les 28 groupes de TP et qu'il ne voit pas les 27 autres qui y a à côté. Ça ne lui sert à rien de voir les 27 autres groupes. Le mail pour communiquer, entre autres, la bibliothèque universitaire, source de savoir pédagogique, compilation, alors ça c'est quelque chose d'ultra important à l'heure actuelle, le plagiat. Donc compilation, c'est un outil de détection de plagiat, c'est complètement intégré dans notre ENT, tout ce qu'on fait est en lien avec compilation et instantanément on a les réponses de la part de compilation sur ce que ça donne. Et côté recherche, on a tout un tas d'autres outils pour les enseignants, pour les chercheurs, que je ne vais pas détailler ici, c'est un peu moins ce qui nous intéresse ici. Et ça, cette ENT répond à des besoins. On l'a construit petit à petit, comme je vous ai dit, ça fait plus de 20 ans qu'on a commencé à construire des briques, et c'est vraiment des briques. Et ces briques, elles viennent grossir l'ENT petit à petit. C'est difficile de dire, je vais faire un ENT d'un coup, il sera parfait, et je ne vais plus y toucher pendant 10 ans. L'ENT, il doit répondre à des besoins, et ces besoins, ils évoluent tous les ans avec l'évolution du numérique, avec l'évolution du pédagogique en lien avec le numérique, et du coup, il faut être capable d'y répondre. Moi, je vais faire un petit remarque sur l'ENT n'est pas qu'un outil pédagogique. En France, quand on reprend l'historique des ENT, c'était surtout administratif quand ils sont installés. Les profs ont été déçus quand ils sont allés dedans parce qu'il n'y avait pas l'outil pédagogique au démarrage des ENT. Donc maintenant, il faut associer les deux. Il faut que l'administratif et le pédagogique. Et notre ENT, du coup, lorsqu'on l'a créé, on s'est rendu compte qu'il avait besoin de, donc un gros mot ici, la cassification. Pour se connecter, nous, on utilise un CAS. En réalité, c'est une connexion centralisée, uniformisée pour tout le monde. Je vais sur l'ENT, je commence à me loguer avec un login à mot de passe, et l'ENT, c'est automatiquement qui je suis, quels sont mes accès, etc. Et tout ça, ça permet d'avoir accès à tout le SI de la fac, tout le système d'information, grâce à cette classification. Ça contrôle tous les accès au contenu. Mais ça impose d'autres choses. Il faut que ça soit sécurisé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un étudiant ne doit pas avoir accès à du contenu d'un enseignant qui va avoir des sujets d'examen, par exemple, ou un enseignant ne peut pas avoir accès à des RH ou de la compta, etc. Donc sécurité permanente obligatoire. On parlera un peu plus tard de nouveaux métiers. Parmi les nouveaux métiers importants, il y a le métier de RSSI, responsable de sécurité des systèmes d'information. Il faut impérativement un RSSI pour gérer toutes ces problématiques de sécurité. Tu parles de sécurité, il y a aussi la sécurité, c'est sur les serveurs. Les serveurs, c'est hébergé sur le campus, dans un local, et on ne va pas faire comme chez OVH. Si ça brûle, on a un autre local ailleurs, dans un autre bâtiment, pour faire une reprise d'activité. On a 2 locaux. Le second, c'est ce qu'on appelle un PRA, plan de reprise d'activité, qui est assez loin du premier. Donc, ça ne fera pas comme OVH, c'est sûr. Et tout ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a des synchronisations toutes les 12 heures de toutes les données vitales pour faire vivre l'université, ce qui fait que les serveurs brûlent. On n'a aucun souci, on peut relever. Il y en aura, hein. Il faut pas vendre. Oui, il y a quelques données qui ne sont pas considérées comme vitales, qui ne sont pas dupliquées, mais toutes les données vitales pour faire tourner la boutique, on va dire, sont dupliquées. Fiabilité étant sur ces accès, dont j'ai parlé juste avant, que sur les données recueillies. Si une donnée est extraite du SI, elle doit être fiable. On doit pouvoir lui faire confiance. Pas comme les données sur Internet. Sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est important. Et ensuite, pour l'ENT, il nous faut une réactivité pour évoluer quand le besoin apparaît. Un ENT ne peut pas être figé, c'est ce que je vous ai dit juste avant, il doit vivre de manière générale. Un schéma directeur du numérique doit vivre, il doit évoluer tous les ans en fonction des besoins. Ici, l'ENT, c'est pareil. Nous, quelque chose qui nous est arrivé, au moment du confinement, on avait prévu de donner accès à des machines depuis l'extérieur
au personnel et à des étudiants, mais c'était prévu pour d'ici 1 an à peu près. On a accéléré la cadence, on a été réactif. Depuis l'ENT, un clic sur l'ENT, via un navigateur web, les membres du personnel ont accès à leur machine de la fac avec les outils métiers sur la fac, avec toutes les sécurités par exemple. Ça, c'est de la réactivité en cas de besoin. Vers le tout numérique avec une GED et un entrepôt de données intégré à l'ENT. Donc ici, gestion électronique de documents. On passe sur du tout numérique, on est en train de passer sur du tout numérique, c'est intégré complètement à notre ENT, et ça, c'est un besoin qui s'est fait sentir, qu'on a vu avec notre schéma directeur du numérique, et qu'on est en train d'intégrer pour faire vivre cette ENT. Le travail collaboratif aussi, on a intégré à l'ENT OnlyOffice et Office 365. On peut présenter quelque chose en classe, un document, et tous les élèves peuvent travailler en simultané dessus. Faire la même chose pour des appels à projets, on est 10 à travailler dessus, on travaille tous ensemble sur le même document d'appel à projet. C'est intégré dans l'ENT, on clique, ça s'ouvre dans le navigateur, on modifie en live, des choses comme ça. Un cloud, alors vous devez tous savoir que les clouds qui existent dans le monde à l'heure actuelle, les clouds du GAFAM, ne sont pas RGPD, il n'y en a aucun qui est RGPD. À l'heure actuelle, on a obligation d'avoir quelque chose de RGPD. Du coup, on a notre propre cloud au niveau de l'université. Les enseignants et les étudiants ont accès à un cloud via l'ENT aussi. Et du coup, tout ça, il y a besoin d'une équipe pour le faire vivre. Ce n'est pas magique, ça ne se crée pas tout seul. Il faut avoir une direction stratégique pour faire évoluer tout ça. Et il faut avoir du technique et du fonctionnel pour faire avancer tout ça avec des projets. On travaille en projet agile pour faire avancer tout ça, parce que les projets en silo, comme il y avait avant, c'est mort, c'est même plus la peine. Ça ne marche pas du tout comme méthode. Et du coup, il faut une équipe qui fasse la maintenance et l'évolution en permanence. Vouloir un ENT sans avoir une équipe qui soit dessus en permanence, ça semble assez utopique au jour d'aujourd'hui. Et donc, notre ENT, on pourrait dire que c'est un portail de service. Alors, sur la partie pédagogique de l'ENT à l'UPF, ce qui intéresse les étudiants, la partie étudiante et prof, relations étudiant-prof, donc on rentre par le portail général, on a de la messagerie pour discuter avec un étudiant ou des groupes d'étudiants, l'emploi du temps, la plateforme de cours, ça ressemble à ça, c'est pour un Moodle, pour ceux qui connaissent. Il y a à peu près 3000 cours qui sont déposés dans cette plateforme en ligne. Pour la petite histoire, on a basculé tous les cours de formation continue en ligne depuis cette rentrée. On avait commencé progressivement à mettre quelques cours en hybride. L'année dernière, on a fait le DAEU en ligne, ou en hybride, ou en comodal, ou entièrement en ligne. C'est l'étudiant en fait, qui choisit comment il va suivre le cours, s'il vient sur le campus, s'il reste chez lui, s'il fait le mardi chez lui, le mercredi en ligne, enfin bref. On a des formations, tout ce qui est formation continue et entièrement en ligne. Ça fait à peu près 30 heures de vidéos par jour à gérer, à mettre en ligne, à diffuser, etc. Donc du coup, on a investi dans une plateforme, notre YouTube à nous, qui s'appelle Hohoha. Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est la plateforme vidéo qui est dans l'ENT, qui est aussi sur le campus. Un serveur de visio, Big Blue Button. Donc tout ça, c'est des solutions open source qui sont mises à disposition. On a aussi des solutions commerciales, des plugins qu'on peut rajouter à l'ENT. Donc tu as parlé tout à l'heure de l'anti-plagiat, Compilatio, mais on a des outils aussi d'interaction en amphi comme WooClap, qui permet de poser des questions à la volée dans les amphis, qui sont reliés aussi à la plateforme de cours. Donc tout ça, ça forme un écosystème pédagogique. On voit les évolutions, là je vous ai mis d'année en année. Donc ça, c'est la première année, c'est 2016, 2017, 2018. 2019, 2020, 2021. Donc vous voyez, chaque année, on augmente les usages sur la plateforme, mais on ne sait pas pourquoi. Le semestre, l'année dernière, il y avait un gros pic d'utilisation suite au confinement, et du coup, c'est resté dans ces usages-là. Vous irez voir, la semaine dernière, on a filmé une conférence de Véronique Larcade, une prof d'histoire qui a été obligée de se mettre au cours vidéo et qui dit pourquoi elle est restée à faire des vidéos dans ses cours après le confinement. C'est super intéressant. Je dévoile un peu le truc avec un sentiment de proximité, même si ces cours sont faits à distance.
elle renforce la proximité avec ses étudiants, avec ses vidéos. Elle en parlera mieux que moi. Donc le NT idéal, ce n'est pas seulement un outil, mais c'est un écosystème. Hein, tu as commencé à en parler. Donc il y a des institutions qui ont des messages institutionnels à faire passer. Il y a énormément de contenu. Il faut que ce soit un espace de confiance. S'il y a de la confiance, il y aura de la mutualisation entre les étudiants, entre les enseignants. Ça, ce n'est pas gagné d'entrée de jeu. C'est un travail à faire. C'est un espace où on doit aussi valoriser les nouvelles pratiques. Alors les profs, ils vont râler, ils me disent « Ouais, vous mettez un ENT, c'est des cases, il faut que je rentre là-dedans. » Oui, il y a des cases, mais il y a des contraintes, mais il y a aussi, il faut qu'il y ait des espaces de liberté. Donc ça se travaille, ça s'organise, ça se prépare. Et il faut ici que ce soit un espace qui permette des ouvertures, pas systématiquement, mais des ouvertures. On a lancé, il y a 2 ans, la Tweeté, par exemple, où on fait l'orthographe sur Twitter, des choses comme ça. C'est des choses où la classe est ouverte sur l'extérieur, ça se passe sur l'extérieur. Il y a aussi le numérique permet de faire ça. Et donc l'ENT, ce n'est pas un espace clos restreint, c'est un espace qui doit vivre avec des ouvertures sur l'extérieur. Et tout ça, pour que ça avance, il faut qu'il y ait un accompagnement. Et l'accompagnement, il est technique, parce que si ça ne marche pas, bon, on ne fait rien. Mais il faut qu'il soit aussi pédagogique avec les enseignants, il faut qu'on discute avec eux, qu'on explique ça aussi aux étudiants. Moi, j'interviens en amphi aux étudiants 1 heure pour c'est quoi l'ENT, comment ça marche en première année. Les étudiants, Karl nous a montré des stats, ils savent, les jeunes, utiliser le numérique. Ouais, mais ils savent utiliser le numérique pour s'amuser, pour déconner, pour aller boire des bières, pour sortir en bateau. Mais dès qu'il s'agit de s'organiser, de travailler, là, c'est beaucoup plus compliqué. Là, il faut qu'on les aide, qu'on les appuie, qu'on leur donne... ce n'est pas qu'un outil pour s'amuser, le numérique. Et là, il y a un petit boulot à faire. Donc, il y a de l'accompagnement. On a aussi un problème... Tu montrais tout à l'heure dans les usages qu'il y avait des gens qui avaient la fibre et puis des gens qui ne voulaient pas se connecter. Les enseignants, c'est la même chose. Si je prends la métaphore du crayon, il y a des enseignants qui ont envie de faire plein de choses, qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'innover dans le numérique. Et puis ceux, à l'inverse, ils disent moi, j'en ai pas besoin, de toute façon, j'ai toujours fait comme ça, j'ai pas besoin de ces trucs-là. Donc, on a tout un gradient dans la population des enseignants. Et ce qui est important dans l'UNT, c'est pas perdre ceux-là. Ceux qui ont envie de faire bouger les choses, ceux qui ont envie d'avancer, ceux qui font des expérimentations, ceux qui ont une analyse un peu réflexive. S'ils ne se sentent pas bien à l'aise dans l'ENT, ils vont aller voir ailleurs, ils vont aller sur les GAFAM, sur les trucs comme ça, et on va les perdre. Et c'est dommage parce que c'est eux qui vont tirer toute la communauté des autres enseignants. Hein, quand le numérique permet, c'est ce Catherine qui disait avant, travailler par les pairs, formation par les pairs, dans les échanges-là, il faut que ces gens soient aussi dans l'ENT et qu'ils se sentent à l'aise. Et ce n'est pas toujours facile, parce que les gens qui sont un peu exubérants, qui ont envie d'innover, les mettre dans les cases, ce n'est pas toujours simple. Mais on peut faire des cases un peu extensibles, ça se travaille. L'ENT, ça ne doit pas être ça non plus, c'est-à-dire s'embêter. C'est un truc que j'ai repris à Marcel Lebrun, une image. Ça, c'est la dame qui travaille sans numérique et la dame qui travaille avec des outils numériques, qui d'ailleurs ne sont pas branchés. Ça coûte plus cher, mais si on fait la même chose, ça ne sert à rien d'investir sur des trucs comme ça. Il faut vraiment que ça soit un usage différent pour qu'on tire un bénéfice. On nous avait demandé aussi de réfléchir un petit peu sur les métiers de demain, pour former les gens aux métiers de demain. Là, c'est un peu une analyse de ce qui va se passer, prospective sur les métiers qui vont disparaître. Alors, ce qui est en noir, c'est les volumes de métiers aujourd'hui, et en blanc, c'est dans 4, 5, 10 ans, certains métiers vont quasiment disparaître. Comme en France, en 1900, 90% de la population étaient des agriculteurs. Aujourd'hui, il en reste 3%. C'est les métiers qu'on considère qui ont quasiment disparu, même s'ils nourrissent tout le monde. Hein. Le monde de l'éducation sera très peu impacté. Les enseignants ont beaucoup pour du numérique, alors que ça sera un des mondes les moins impactés par le numérique, en termes d'emploi. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans un monde complexe, on rentre dans un monde compliqué, on rentre dans un monde où il y a beaucoup d'informations qui évoluent tout le temps, donc on aura besoin tout le temps de formation et encore de plus en plus de formation. Et ça a un problème quand on parle avec les formateurs, parce qu'eux, ils ne voient pas l'intérêt du numérique en disant « ça va m'enlever mon emploi », et au contraire, le numérique, c'est ce qui donnera plus d'emplois au monde de la formation, alors que ce soit la formation initiale, la formation continue, le monde académique, le monde professionnel, c'est le monde qui sera le moins impacté par les évolutions, par le numérique. Au contraire, on a de plus en plus besoin de formateurs. Donc, comme on nous a demandé de parler de ces métiers de demain, donc juste un petit rappel, il va y avoir besoin de concepteurs de sites web. À l'heure actuelle, 1,8 milliard de sites web dans le monde.
Donc ça ne se conçoit pas n'importe comment, un site web. Ça a beaucoup évolué, la manière de les faire. Donc ça doit s'apprendre. 85% des internautes français achètent sur Internet. Donc toutes les sociétés qui vendent quelque chose ont besoin d'un site web. C'est un métier indispensable pour demain, les concepteurs de sites web. Mais pas uniquement. Depuis 2020, la consultation d'Internet entre un ordinateur fixe ou un smartphone a changé. Les utilisateurs utilisent plus le smartphone maintenant pour aller sur Internet qu'un ordinateur fixe. Donc, concepteur de programmes pour smartphone et tablette devient aussi quelque chose d'obligatoire pour demain. Et après, il y a plein d'autres nouveaux métiers. Donc, j'en ai mis là qui existent à l'heure actuelle, mais il y en a plein d'autres qui n'existent pas encore. Donc, je vais prendre l'exemple dont a parlé Karl tout à l'heure. Actuellement, j'ai une société qui m'a contacté parce qu'ils souhaitent avoir des étudiants à former en métropole pour les faire revenir ici pour travailler dans un SOC. Un SOC, c'est un Security Operations Center. C'est une boîte qui va travailler à distance pour aider une société en protégeant son système informatique ou en l'aidant lorsqu'il y a des problèmes sur les ordinateurs, mais à distance. La problématique, c'est qu'il faut avoir un accès H24, et la Polynésie permet de faire soit du 12-12, soit un des 3-8 avec 3 pays dans le monde, dont la Polynésie et la France. Donc ça, c'est une possibilité. Puis après, il y a plein d'autres choses. Donc DPO, par exemple, Data Protection Officer. On parle de RGPD, c'est le DPO qui obligatoirement va faire respecter ces règles. Chief Data Officer, ça c'est le responsable de la manipulation des données dans les bases de données à l'intérieur d'un établissement. Designer UX, UI, c'est un designer d'interface graphique à la fois en termes d'utilisation et à la fois en termes graphiques. Typiquement sur Apple, vous trouvez que c'est assez intuitif, que c'est bien fait. Sous Windows, que c'est moins bien fait. C'est parce qu'ils ont des designers UX UI. Ils ont mis beaucoup plus de moyens là-dedans. Et Microsoft, actuellement, est en train d'investir là-dedans pour changer complètement son interface dans l'année. Mais ça, c'est quelque chose, ça va arriver partout demain. Puis après, expert en cybersécurité, traffic manager, ingénieur cloud computing, on travaille dans le cloud. Il faut quelqu'un pour gérer ça. Community manager, on est sur les réseaux sociaux, il faut quelqu'un pour le gérer. Data scientist, on est en train de créer un data lab polynésien. Ces données, il va falloir les traiter. Ça sera des data scientists et data analystes qui vont traiter ces données. Donc ça, c'est des métiers de demain. L'informatique, il y a plein de métiers tout nouveaux. Merci à tous.